Chers téléspectateurs de la première chaîne de la communauté haïtienne de France, bonsoir. Mon nom c'est Edouard Fontaine-Gédem, c'est tout un honneur pour moi aujourd'hui de recevoir un grand homme qui vient directement d'Haïti à l'occasion de la fête du drapeau. Il s'appelle Monsieur Karl Murat-Cantave, un sénateur de la République et aussi un médecin, un docteur. Nous allons passer une quinzaine de minutes avec lui. Nous allons lui poser quelques petites questions. Peut-être que vous auriez bien aimé de lui poser. Ben, Hashtag fait le boulot pour vous. Nous sommes là avec vous. Bonsoir le docteur Karl Murat. Bonsoir Chan, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans cette session spéciale. Je profite de l'occasion pour saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de cette chaîne de télévision. Et je crois que nous allons dialoguer justement pour simplifier la communauté haïtienne du Nord. Tout d'abord, je veux bien vous souhaiter bienvenue à Paris. C'est une ville lumière et aussi enchanteresse. Et j'espère que vous passerez de beaux moments en notre compagnie dans cette belle ville, cette belle capitale du monde. Je ne suis pas à mon premier passage à Paris, je suis à mon quatrième passage. Parce que j'ai eu l'occasion d'étudier ici à l'Université à INSERM. Et à ce moment, je vivais à Cité Universitaire, c'était en 1997. Et ensuite, je suis revenu avec ma femme. Et il y a de cela, en fait, 6 ans. Et l'année dernière, j'étais aussi en vacances avec ma famille. Et cette année encore, je suis passé. Et parce que j'ai été invité par une organisation, Solidarité Chive Haïti, à l'effet de voir dans quelle mesure on peut travailler à la modernisation de la santé chez nous et particulièrement dans mon département, le département de la Tunisie. Vous êtes chez vous. Merci. Encore une fois, bienvenue. Alors justement, Monsieur Cantave, nous sommes le 18 mai 2017 aujourd'hui. Alors qu'est-ce que cette date représente encore pour vous et pour la République d'Haïti? Cette date, c'est une date charnière. C'est une date importante pour nous dans la mesure où c'est une date qui inaugure notre indépendance. Le 18 mai 1803 à la KR, on se souvient, on avait eu en fait notre premier drapeau avec Catherine Flon qui a cousu ce drapeau qui représente le symbole, je dirais, de notre souveraineté, le symbole de la liberté, n'est-ce pas, d'Haïti. Donc cette date est pour nous une date primordiale dans la mesure où cette date nous a permis de nous rappeler que nous avons été libérés des affres de l'esclavage. Alors malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés que rencontre Haïti, malgré certaines ingérences, alors on peut continuer à être fier de cette date? Je pense que nous pouvons continuer à être fiers puisque Haïti n'est pas encore morte. Haïti existe encore. Haïti peut aller de l'avant. Haïti peut sortir de cette situation où elle se trouve aujourd'hui. On peut être encore fier, je dirais, tant qu'il y a des hommes comme vous, comme moi, comme bien d'autres Haïtiens, qui sont dévoués à transfigurer leur pays. J'estime que nous ne devons pas désespérer. Cette date, normalement, symbolise l'unité chez nous. Cette date symbolise l'union, n'est-ce pas, sacrée entre les Haïtiens. Et cette union devrait procurer la paix, la tranquillité, la sérénité au niveau du pays, en vue de travailler au progrès de ce pays. Mais malheureusement, comme vous l'avez constaté, il y a chez nous une grande polarisation, n'est-ce pas, entre les partis, et nous sommes en train de nous entretuer, nous sommes en train de nous entre-déchirer malgré cette date, mais cependant, nous ne devons pas désespérer parce que nous sommes encore là et nous pouvons, en tant qu'acteurs du changement, apporter, je dirais, la révolution, faire la révolution nécessaire à la transfiguration de notre pays. En tant que sénateur, vous faites partie du pouvoir législatif. Alors, qu'est-ce que votre rôle peut signifier pour ce pays? Alors, en d'autres termes, je voulais dire, est-ce que vous seriez donc prêt à voter des lois afin de faire régner l'ordre et rétablir la justice dans ce pays? Ce que nous voulons actuellement dans ce pays, c'est la justice sociale, particulièrement. L'égalité des chances. C'est ça, l'égalité, n'est-ce pas, des chances entre les Haïtiens, comme tu dis,
et je parlerai même d'équité à un certain degré. Donc je suis au niveau du Parlement actuellement et même si la Constitution définit clairement le rôle que nous avons à jouer au niveau du pays, nous avons tout d'abord une fonction d'élaboration de loi, une fonction législative qui nous incline, qui nous permet d'élaborer des lois. Nous avons une fonction de contrôle, c'est la fonction de contrôle de l'exécutif et aussi une troisième fonction, une fonction juridictionnelle. En termes de fonction législative, nous autres, dans le cadre du changement voulu, dans le cadre du changement désiré, dans le cadre, je dirais, de cette transfiguration de la société haïtienne, nous sommes venus avec plusieurs lois. Nous sommes venus avec près de 8 lois que dans une année, nous avons déjà déposé au niveau du Sénat de la République. Nous avons déposé la loi sur la couverture universelle en santé. Nous avons déposé la loi sur la gratuité réelle de l'éducation. Nous avons déposé la loi sur le crédit universitaire. Nous avons déposé la loi sur la subvention des engrais. Nous avons déposé aussi la loi sur le crédit agricole, le financement agricole et pourquoi pas l'assurance agricole. Et nous avons à déposer d'autres lois encore, la loi sur la standardisation de l'éducation qui très bientôt sera déposée. Nous avons une dernière loi que nous allons déposer dans 1 ou 2 semaines au niveau du Sénat à la réouverture puisque nous sommes en vacances pour 2 semaines. C'est la loi sur la réforme du secteur santé. Un secteur qui ne marche pas, un secteur qui est grabataire, un secteur, n'est-ce pas, qui est abattu. Il faut qu'il y ait des gens, n'est-ce pas, à voter des lois et à permettre de les appliquer pour que justement on arrive à faire le changement au niveau du système santé de manière générale. Vous vous êtes dit, vous avez un slogan que vous avez même formulé avant d'être sénateur. Vous êtes dit que vous serez donc le défenseur des lois pour l'accès à la santé et l'éducation pour tous et la protection de l'environnement. Êtes-vous fier encore de vous-même? Je suis fier parce que j'ai déjà déposé des lois qui prouvent que je n'ai pas menti. La loi sur la gratuité de l'éducation, la loi sur l'encadrement des professeurs. Je m'étais dit que je serais l'avocat, le défenseur des professeurs. Oui. Je le suis parce que je viens de déposer une loi au niveau du Parlement qui est la loi sur l'encadrement des professeurs qui consiste à améliorer, qui va contribuer à améliorer les conditions, n'est-ce pas, des professeurs afin de les motiver à en fait former davantage nos jeunes. Il y a de cela quelques mois, le système sanitaire en Haïti ne marchait pas du tout. Les hôpitaux avaient besoin des appareils de dialyse, il n'y en avait pas. Beaucoup de personnes mouraient à cause de manque de soins à l'hôpital. Je sais que vous êtes en connaissance de tout ce que je suis en train de vous dire. Alors pourquoi, même étant être un défenseur, comme vous vous êtes donné comme ce rôle de défendre des lois de la santé en Haïti, pourquoi malgré tout ça ne marche pas? Il y a encore des lenteurs. Pourquoi? Je viens d'arriver. Je viens d'avoir une année au niveau du Sénat. Comme je vous l'avais promis au niveau de ma campagne électorale, j'ai déposé la loi sur la couverture universelle en santé. Et à côté de ça, j'ai aussi eu des rencontres répétées avec le président de la République où j'ai parlé de l'augmentation du budget de la santé et aussi j'ai contacté, je dirais, la société civile médicale et avec laquelle je me suis assis pour voir dans quelle mesure on peut avoir un PPP, un partenariat public-privé. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui au niveau du secteur santé, c'est d'abord un problème d'organisation interne et externe, c'est vrai, un problème de gestion, il est vrai, mais c'est aussi et surtout un problème de finances que nous avons. Parce que nous sommes couverts à 52% par la communauté internationale en termes de financement du secteur santé, 38% par les ménages et seulement 5% par l'État haïtien. Nous autres, nous voulons intervenir, je dirais, pour inverser le ratio en termes de participation de l'État haïtien dans le financement du secteur santé. Donc, ces 52%, on veut que ce soit le trésor haïtien qui arrive à couvrir
dans peu de temps, c'est 52%. Vous voyez? Donc, nous sommes venus avec une politique de financement pour pouvoir résoudre, je dirais, le problème de financement. D'ailleurs, l'augmentation du budget de 4,7% qu'il y a actuellement, on va passer à 10% dans le prochain exercice fiscal et pourquoi pas arriver à 15%, qui est le référentiel, la norme demandée par l'Organisation mondiale de la santé. Et à côté du budget qu'on va augmenter, on vient avec la couverture universelle en santé où il y a deux schémas. Le schéma contributif où tous ceux-là qui travaillent sont obligatoirement, sont donc obligés de se faire assurer, et ceux-là qui ne travaillent pas, nous sommes venus avec une loi, la loi sur le FONASA, le Fonds national d'appui à la santé, qui va nous permettre de collecter des taxes sur la cigarette, sur l'alcool, sur les produits de luxe, sur, je dirais, en fait, et certaines personnes et riches, pourquoi pas, et nous allons aussi collecter des taxes et avoir des contributions de la part de certaines organisations sur place, OAVCT, ONA, etc. Ça va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle un dividende de l'ordre de 300 millions de dollars américains par année et qui vont alimenter le FONASA. Ce dividende qui va alimenter le FONASA va permettre à l'État haïtien de prendre en charge tout cela qui ne travaille pas, c'est-à-dire le secteur non contributif. Nous allons faire l'articulation, l'imbrication entre le secteur contributif, n'est-ce pas, ceux-là qui peuvent payer, et le secteur non contributif à travers l'État haïtien qui va prendre en charge ceux-là qui ne peuvent pas payer. Et cette articulation va donner ce qu'on appelle la couverture universelle en santé. Vous étiez dans Donc, il y a trois sources. Il y a tout d'abord la couverture universelle qui va nous permettre d'injecter des fonds dans le secteur, donc à partir des institutions de prestation de services. Deux, il y a le budget qu'on va augmenter, qu'on va mettre à point. Et trois, il y a le PP, le partenariat public-privé que nous allons implémenter, que nous allons opérationnaliser. Nous allons demander à l'État de faire un partenariat avec le secteur privé. Et l'articulation de ces trois éléments va nous permettre d'injecter des fonds au niveau du système pour sortir de cette léthargie financière dans laquelle nous sommes depuis trop longtemps déjà. Vous étiez fait partie de la conférence du 28 avril. La conférence du 28 avril, qui a rapport à quoi? Cette conférence stipulait la santé pour tous, un défi à relever en Haïti. Vous vous souvenez de cette conférence? Je n'étais pas au niveau de cette conférence, mais j'avais participé le 7 avril à des émissions au niveau, je dirais, de différentes stations de presse. Ils ont prévu plus de 5 milliards de gourdes, dont 3,3 milliards seraient donc disponibles pour des fonds de fonctionnement et des frais d'investissement. Ça ne suffira pas pour relever le niveau de la santé chez nous. Pour moi, la santé est un défi et il faut relever ce défi. En tant que président de la commission santé du Sénat, je suis en train de m'articuler avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec le ministre de la Santé publique pour voir comment est-ce qu'on peut adresser les défis auxquels la santé est confrontée. Mais pour sortir, n'est-ce pas, il faut justement, pendant que nous injectons des fonds au niveau du secteur, il faut que nous puissions faire la transformation profonde, la transformation réelle du secteur santé, c'est-à-dire passer par l'organisation externe du secteur et la réorganisation interne du secteur. Et parlant de réorganisation interne, nous devons viser ce qu'on appelle l'autonomie des hôpitaux, où les hôpitaux seront appelés à fonctionner sans grande influence, je dirais, de certains appareils étatiques et de certains, je dirais, milieux politiques. Par exemple, au niveau de nos différentes institutions, ce sont les députés, ce sont les sénateurs, ce sont des ministres qui envoient les gens qui ne sont même pas formés, alors que des cadres formés restent à l'extérieur. Ils ne peuvent pas offrir le service, puisque l'argent est déjà dévoré par des gens qui ne sont pas de qualité. À partir de ce moment, nous pensons qu'il faut faire cette grande réforme en termes de gestion, et cette réforme en termes de gestion doit passer par l'autonomie de nos hôpitaux, et nous allons travailler pour que, justement, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y ait des chefs d'État, n'est-ce pas, de la France, des chefs d'État des États-Unis, des chefs d'État de Cuba, des chefs d'État, je dirais, en fait, de la République dominicaine, partout, du Brésil, partout, qui viennent chercher des soins en Haïti. Nous voulons donner, je dirais, un certain impétus à la santé chez nous, de temps en temps que on serait, n'est-ce pas, on sera une référence de les faire aller à venir, une référence au niveau de la santé. C'est mon souhait. Je suis un malade, je suis un passionné, je suis un fou de cette transformation, de cette modernisation au niveau du secteur santé. Nous allons travailler pour opérationnaliser, je dirais, ces
cette transformation, nous allons travailler pour arriver à asseoir cette transfiguration de ces secteurs. Honorable sénateur Cantave, merci déjà d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Mais justement, nous sommes déjà, il y a déjà de cela 3 mois, depuis qu'il y a un gouvernement qui s'est investi en Haïti. Alors, si vous, personnellement, vous auriez fait un bilan de ce gouvernement, qu'est-ce que vous en auriez dit? Je dirais que c'est un gouvernement qui se cherche. Un gouvernement qui est en train de poser des pions préliminaires et le gouvernement est en train de se chercher. Le gouvernement, ce n'est pas la présidence. Alors, on va être bref, la présidence a 3 mois, mais le gouvernement n'a pas encore 3 mois. Or, le gouvernement, c'est le bras opérationnel, d'une certaine manière, de la présidence. Or, le gouvernement n'a que 50 ou 60 jours depuis qu'il est là, on ne peut pas l'évaluer. Donc, d'ordinaire, la norme, c'est 100 jours, n'est-ce pas, à travers le monde, c'est 100 jours. Donc, je pense que c'est prématuré. Mais d'autant plus, le président est en train de travailler, le président est en train de répondre, je dirais, à ses promesses, aux promesses qu'il avait faites. Je pense qu'il est encore prématuré pour dire que le président a bien ou mal travaillé. Est-ce que vous êtes accroché à la caravane? Je suis accroché à la caravane. Je pense que c'est une très bonne activité. Vous n'étiez pas là lorsque j'étais là au niveau de la caravane. Au lancement de la caravane, j'étais là. Et je crois que c'est une très bonne initiative. Vous étiez au Gonaïve de l'Artibonite? J'étais dans la vallée de l'Artibonite à La Grange au moment du lancement de la caravane. Et je pense que c'est une très bonne activité. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Le président avait fait la promesse au niveau de sa campagne électorale. Il est en train, ne voulant pas parjurer ses promesses, il est en train maintenant de s'exécuter. Il est en train de répondre aux promesses qu'il avait faites. Mais c'est un lancement. C'est un lancement. Il faut attendre, il faut attendre. Cher sénateur, est-il normal que le président Ruben se déplace à chaque fois avec la caravane? Est-il normal? Le président, il avait fait aussi une promesse au niveau de la campagne électorale. Il avait dit qu'il serait sur le terrain 2 jours par semaine et 3 jours. Donc c'est un président de terrain. Le président avait promis. Il y a plusieurs présidents de terrain. Le président Kagame, que je vais visiter demain du côté de Rwanda, c'est un président de terrain. Donc, c'est un président de terrain qui n'est pas comme les présidents antérieurs. Peut-être c'est un président atypique, mais c'est un président quand même, un président de terrain qui s'investit dans le terrain pour voir dans quelle mesure il peut changer les choses. Il peut superviser les choses. Il ne peut pas tout superviser, il a un gouvernement. Mais étant donné que, je dirais, l'agriculture était l'ossature principale de sa campagne, était l'épine dorsale de sa campagne, donc il est obligé de se déplacer pour voir comment ça se fait. Puisque c'est une promesse formelle qu'il avait faite à la nation haïtienne, il est en train de voir est-ce que cette promesse est en train de s'opérationnaliser, est en train d'atterrir. Mais c'est normal. Mais le problème, c'est que de mettre aussi dans l'ombre les autoresponsables, comme les ministres, les directeurs, qui devraient être normalement faire marcher la caravane, mais pourtant c'est le président lui-même. Le président est là chaque week-end. Les ministres ont 4 jours, n'est-ce pas? Ce n'est pas une perte de temps? Mais non, pas une perte de temps. Il veut superviser, il supervise. Il fait son expérience en tant que président. Il y a d'autres secteurs, par exemple, il y a d'autres entités qui sont là, que les entités jouent leur rôle, je dirais, en fait, pendant toute la semaine. Le président ne parle que le vendredi. Vendredi, il visite la vallée. Il voit comment, qu'est-ce qui se passe. Il supervise pour voir est-ce que le travail, n'est-ce pas, qui est donné, est fait. Tu comprends? Donc c'est ce que fait le président, mais les autres entités, elles ont toute la semaine pour aller sur le terrain faire le travail. Donc le président sort en supervision. Qu'est-ce que vous attendiez de cette caravane? J'attends que la caravane arrive à l'autosuffisance alimentaire. J'attends que la caravane permette qu'il y ait une très grande exploitation et j'aimerais que la caravane aussi, j'attends à ce que la caravane nous apporte des devises, n'est-ce pas, in fine, dans le pays parce que nous avons un problème financier crucial au niveau d'Haïti. Donc la caravane va nous permettre d'avoir l'autosuffisance alimentaire, un grand taux, je dirais, d'exportation et aussi avoir une devise. Je sais. La caravane, j'ai dit dernièrement dans une petite critique que j'ai faite pour la caravane, j'ai dit que normalement la caravane, c'est une caravane de changement. En tant que caravane de changement, cette caravane n'a pas été étiquetée agriculture. On a dit tout court caravane de changement. Donc, je pense que le changement doit être multipolaire. Le changement doit être intégré. Quand par exemple, nous avons une caravane qui fait des routes agricoles, qui fait le drainage des canaux, qui veut arriver, je dirais, à l'autosuffisance alimentaire,
il faut qu'à côté, nous ayons aussi des centres de santé, des hôpitaux. Il faut que nous ayons du courant électrique. Il faut que nous ayons, je dirais, des écoles. Il faut que nous ayons des écoles professionnelles. Il faut que nous apportions en fait toute une gamme de choses pour que nous ayons ce qu'on appelle une unité tactique de développement susceptible de voir que le changement est, de faire voir que le changement est réel. Donc c'est cette petite critique que j'avais apportée lors, je dirais, du lancement de cette caravane. Mais nous pensons que si tout le monde met la main à la pâte, la caravane devra apporter quelque chose. Nous sommes là, nous attendons et nous espérons que cette caravane va apporter quelque chose. La frontière il y a des gens qui commencent à côté critique sur la question caravane. Il y a des gens qui estiment que la caravane sont perte de temps, c'est l'argent qui a gaspillé. Alors, honorable sénateur, qui sont avec des gens qui commencent même à pousser en partie dans la population à faire manifestation. Ils ont même essayé plusieurs attentats sur le président même, sur caravane. Alors, qui sont à 10 personnes qui parlent pour coûter nous à travers Haïti? Moi, je dis pour patienter. L'homme met un grain de maïs dans la terre, il prend le temps pour le pousser. Caravane, c'est le lancement qui fait. Mais caravane, pour qu'on prenne cher. Caravane, pour qu'on prenne corps. Donc, à demander tout le monde pour patienter, puis autant que caravane, il produit Eiffel. Et après une année, il a jugé, n'est-ce pas, de l'impact caravane. Est-ce que la caravane a été impactante ou non? Donc, je pense que Mounsayo est supposé patient, il est supposé prendre du temps pour voir, pour apprécier, pour mieux apprécier les produits de cette caravane. Qui est une qualité que, ou même personnellement, vous appréciez dans la présidence? Ce que j'apprécie chez lui, c'est sa volonté, sa détermination, sa passion pour le changement. Il est allé jusqu'au bout. Sa passion pour le changement. Je suis un peu comme lui. Je suis un homme fou, je suis un homme passionné. Je veux qu'il y ait changement, par exemple, au niveau du secteur santé, parce que je suis le président de la commission santé et je vais jusqu'au bout avec ce changement. Je vais multiplier tout ce que je peux faire comme action pour que cela arrive, n'est-ce pas, à bon port. Très bien. Justement, on va essayer de changer de sujet parce qu'il y a tellement de choses à discuter avec notre honorable sénateur. Il y a un grave problème en ce moment, c'est le problème du carburant. Alors, pourquoi le carburant a-t-il augmenté? On a augmenté le carburant justement parce que il y a les caisses de l'État qui sont vides et le trésor public est vraiment anémié. Or, l'État est obligé de faire la subvention, n'est-ce pas, du carburant. C'est lui qui subventionne le carburant. Or, ce n'est pas le gros peuple là vraiment qui joue le carburant. Parce que, plus fort peuple noir, c'est cheval, c'est bourri, c'est bicyclette, il faut la monter. Il est vrai qu'au niveau de l'aire métropolitaine, il y a plus de monde qui prend camionnette, même au niveau des grandes villes, il y a plus de monde qui prend camionnette. Transport à Valentignan augmenté, c'est vrai, en termes de prix. Mais nous croyons que l'augmentation carburant, il vient du fait que on subvention que l'État va accueillir encore. Parce que subvention ça, l'État accueille, il fait que l'État a genoux. L'État arrivé au moment, il n'est pas capable de bailler des services sociaux à la population. Comme nous disait le président Régil, il fait augmentation justement, c'est pour permettre qu'il y ait des promesses que je fais pour que le papa joue les promesses, pour que le cap privé, pour que ça, il réponde avec eux et il permet que le peuple que le promettre, de respecter les promesses. Pour respecter les promesses, il faut qu'il comme. Ok? Donc c'est ça qui fait que il y a en fait augmentation de subventions suivant le président. Même parce que c'est dommage. Moi-même personnellement, que ils ont arrivé à augmenter pour le carburant. C'est très dommage. Mais je crois que si, après 1 an, 2 ans, nous voyons que l'augmentation pour le carburant il servit à quelque chose, laisse ça tout pour la convaincre que nous devons faire un bon bagage. Mais je dis que si moi que pas gagner après 2 ans, une année qui réglée en termes social, en termes d'apport social à la population, eh bien, carburant rentable, c'est le premier monde qui a bien pour le camper, n'est-ce pas, pour une décision. Mais aujourd'hui, il est encore trop tôt pour me prononcer, parce qu'il a dit que cette augmentation est faite à l'effet, n'est-ce pas, de voir dans quelle mesure on peut donner des services de qualité au niveau multidisciplinaire à la population. On attend, n'est-ce pas, et je vais voir ce que ça va donner. Et si ça ne donne rien, eh bien, le sénateur central sera le premier, n'est-ce pas, à brandir son arme contre cette augmentation. Moi, les 2 questions, et Naomi, nous avons 2 questions pour l'honorable sénateur noir. Et c'est quoi qui arrive
c'est une affaire sociale maintenant. Et on a des dispositifs, une sorte de festivité qui est venue intégrer et ça qui fait en pile, parole en pile. C'est une question qui est Marcy m'a dit. Quelle position par rapport à festival? Ma position était claire. Moi, en tant que sénateur de la République, moi, c'est le principal sénateur qui a élevé la voix contre le mathématique. Parce qu'on ne peut pas porter un coup fatal aux mœurs, aux us, aux coutumes de chez nous. On ne peut pas dépraver ou continuer à dépraver la jeunesse haïtienne. Et je crois qu'il y a une loi qui a été élaborée par votre serviteur, le sénateur Karl Moura-Cantade. J'ai élaboré une loi, la loi contre le massimadi, la loi contre les activités homosexuelles, que j'ai déposée il y a quelques mois au niveau du Sénat et qui a été acceptée par la majorité des sénateurs. Et cette loi sera votée, et ceci pour arriver à déguerpir une fois pour toutes, à endiguer une fois pour toutes toute inclination à opérationnaliser ce fléau au niveau d'Haïti. Parce qu'il faut protéger nos familles, il faut protéger la jeunesse, il faut protéger notre pays contre certaines dérives. Vous auriez été contre de ce phénomène mondial et en quelque sorte qui vient directement des États-Unis. Et je crois ceci a été légalisé par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, qui a donc demandé au gouvernement haïtien de s'accommoder avec l'Amérique latine. Alors, vous seriez contre cette disposition? Les États-Unis n'est pas Haïti. Moi, je suis haïtien, je ne suis pas américain. Je ne suis pas obligé de me plier aux quatre volontés du président Obama. Le président Obama était le président des États-Unis. Moi-même, je suis un parlementaire, un sénateur haïtien. Les États-Unis ont leurs mœurs, leurs coutumes, nous avons nos mœurs, nos coutumes, nos us. Donc je ne suis pas obligé d'emboîter le pas à ce que veut, n'est-ce pas, en fait, ce pays. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes souverains. Aujourd'hui, je dois dire que nous sommes adultes. Nous avons notre liberté. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, le drapeau haïtien, qui prouve que nous sommes indépendants, nous sommes souverains. Donc nous avons nos mœurs, nos coutumes, nous avons notre culture, nous devons respecter l'expression de notre culture. Ça ne passera pas. Nous devons faire en sorte que nos familles soient respectées, la jeunesse, n'est-ce pas, soit respectée et soit protégée contre toute dérive, n'est-ce pas, qui vient de l'extérieur. Alors, sénateur, merci pour franchir pour façon répondre nous à la question. Et dernièrement, c'est un paquet de paroles qu'il a fait ni dans la Chambre des députés, ni dans la Chambre sénateur, concernant le comportement de certains sénateurs gagnants et médiocrité qui la caille parlementaire. Comment est-ce par rapport à nos collègues? Je suis un collègue, le sénateur comme les autres. Je ne crois pas qu'il y ait une différence entre nous. Nous sommes tous des sénateurs. Donc nous sommes là pour nous défendre la population haïtienne, le peuple haïtien, pour parler en leur nom, pour prendre des décisions à côté de l'exécutif en leur nom. Donc, en tant que sénateur, j'estime que je suis légal des autres sénateurs et nous travaillons ensemble à ce point de vue à en fait, améliorer le sort des Haïtiens. Pas quelques comportements qui choquaient vous? Je n'ai pas à commenter les comportements de mes collègues. D'accord. Bon, nous arrivons enfin et interview nous avec honorable sénateur qui c'est M. Karl. M. Karl qui était de passage à Paris pendant un gros événement ça, qui s'est fait bicolore, 18 mai. Et est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à la population, aux téléspectateurs de Hashtag qui vous regardent en ce moment? Le dernier mot que je dirais à la population, à la communauté haïtienne de France, et des Antilles aussi. Je dirais à cette communauté que nous sommes ici, au niveau de Paris, justement parce que nous voulons implémenter un changement au niveau de la santé. Nous avons été à l'ambassade d'Haïti à Paris, nous avons présenté une conférence et au cours de cette conférence, nous avons fait valoir notre position et notre vision vis-à-vis de ce changement, de cette révolution que nous allons faire au niveau de la santé. Et il y a l'État haïtien qui va contribuer à travers le budget haïtien. Il y a aussi
le PPP que nous allons implémenter, il y a la couverture universelle de la santé que nous allons faire. Nous demanderions à la communauté haïtienne vivant, je dirais à Paris, en France, dans les Antilles, pourquoi pas, de collaborer avec nous, d'apporter leur contribution en termes, je dirais, matériels, en termes financiers, en termes techniques, pourquoi pas, pour que nous puissions arriver à atterrir ce rêve. Et particulièrement les Sémacois, les Antiboniciens vivant ici au niveau de Paris, au niveau de la France et des Antilles, nous leur demanderions, n'est-ce pas, de se joindre à nous de cœur et d'esprit pour que nous puissions reconstruire l'hôpital Saint-Nicolas de Sémar et aussi permettre à des cadres haïtiens de venir se former ici, n'est-ce pas, à Paris ou dans les Antilles, pourquoi pas, n'est-ce pas, de sorte que nous puissions arriver à mettre à la disposition des hôpitaux que nous aurons à édifier, à ériger des cadres valables, capables de modifier le cours des choses, capables d'offrir des prestations de qualité à la population haïtienne et en particulier à la population antibonicienne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. J'ai eu l'honneur de recevoir l'honorable sénateur Dr Karl Mira-Kanta, sénateur de l'Artibonite. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre temps de parole, à très bientôt, sur la seule chaîne de la communauté haïtienne de France, Hashtag. Mon nom c'est Jedems et à la caméra, Naomi Jean-Baptiste. Ciao. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis.